Ok, bonjour à tous. Donc, pour ce dernier cours de la série de cette année sur le thème de l'inflammation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'inflammation et intestin, donc spécifiquement de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Et vous entendrez après un exposé par Harry Sokol, qui vient d'arriver, qui est le spécialiste français de ces maladies. Donc je vous suggère très fortement de rester parce que vous y apprendrez des choses très intéressantes. Et il corrigera les erreurs que j'aurais faites dans l'heure et demie qui précède. Ah, ouais, on verra. Alors, inflammation et intestin, c'est si on veut, un partenariat, si je puis dire ainsi, avec trois agents importants. Les microbes qui sont présents dans une partie de notre intestin, le côlon, la partie distale de l'intestin grêle. Les cellules épithéliales qui bordent cet intestin, qui, comme vous le savez, jouent un rôle majeur dans l'absorption, entre autres, l'absorption des nutriments, et le système immunitaire qui est sur ses gardes, si je puis dire, à l'égard de ces microbes. Je vous rappelle que la quantité de microbes, de bactéries qui sont présentes dans le côlon, donc la partie distale de l'intestin grêle, est absolument colossale. C'est de l'ordre de 30 000 milliards de bactéries, c'est-à-dire plus que de cellules que nous avons dans le corps. Et qu'en plus, même si on les numère moins facilement pour l'instant, il y a aussi des champignons, éventuellement des parasites et beaucoup de virus. Donc le microbiote, comme on dit, qui est présent dans l'intestin, mais aussi ailleurs, à la surface de la peau, la partie, certaines autres muqueuses comme le système rhinopharyngé, est un constituant majeur de notre organisme et joue un rôle évidemment essentiel. Je pense que Harry Sokol vous en reparlera un peu plus que moi, même si je vais aussi vous en parler, dans la physiologie et donc la pathologie des maladies de l'intestin. Un petit plan, donc une introduction, 2 maladies chroniques inflammatoires essentielles, que je vais brièvement vous décrire pour situer la scène de la discussion ensuite sur les mécanismes de ces maladies. Donc la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, des notions d'épidémiologie, de génétique, le fait qu'il existe des maladies plus rares qui touchent les jeunes enfants qui peuvent provoquer ces maladies, notamment la maladie de Crohn, et qui sont liées à des mutations d'un seul gène, donc des formes monogéniques à début précoce des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc le rôle de la flore intestinale dont je viens de dire un mot, mais cette fois-ci vu sous un angle pathologique, de façon plus large, un certain nombre de notions de physiopathologie, les interactions entre microbiote et lymphocytes, et puis on finira sur des considérations thérapeutiques, sans entrer dans de grands détails, mais enfin sur les orientations actuelles, les résultats des thérapeutiques qui sont fondés sur un modèle que j'ai déjà développé dans des cours précédents sur qu'est-ce qu'on sait de la physiopathologie de ces maladies, même si, comme je pense vous le savez déjà, et vous allez le savoir encore plus dans l'heure et demie qui viennent, on est loin de tout comprendre dans les mécanismes assez complexes de ces maladies. Et puis on essaiera de conclure. Alors, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, encore une fois, il y en a 2, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. Ce sont des maladies qui n'ont pas une cause. Elles sont multifactorielles et complexes, je viens de le dire, et il y a certainement, interviennent, on en parlera, des facteurs génétiques, donc héréditaires, des mutations de gènes, des variants de gènes pour être plus précis, des facteurs environnementaux, bien sûr, il y en a quelques-uns qui sont énumérés sur cette diapositive d'introduction, à commencer bien sûr par la flore, les microbes qui sont présents au niveau de l'intestin. Donc quelques éléments de généralité qui extraient d'un tableau qui est dans un livre que j'utilise beaucoup pour introduire les cours, le livre de médecine interne dit de Harrison. Incidemment, pour les personnes debout, alors, je vais peut-être m'engager un peu vite en disant qu'il reste des places. Non, mais par contre, vous pouvez récupérer, il y a 2-3 fauteuils ici qu'on peut mettre sur le côté. Donc, sur ce tableau, un certain nombre de considérations, notamment concernant la fréquence de ces maladies. Vous allez voir notion dynamique dans un instant, mais la fréquence varie d'une région géographique du globe à l'autre, même si elles sont présentes partout, dans tous les hémisphères. Et là, les chiffres qui sont ici correspondent à des données nord-américaines. Ce n'est pas là où la maladie est la plus fréquente. Les maladies sont les plus fréquentes, c'est plus en Europe, mais elles sont déjà relativement fréquentes en Amérique du Nord, notamment au Canada, avec jusqu'à, comme vous pouvez lire, 19 cas de rectocolite hémorragique pour 100 000 années patients. Pour la maladie de Crohn, des chiffres assez comparables. Schématiquement, par exemple, au Canada, on estime qu'il y a presque une personne sur 1000 qui est atteinte d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, probablement un peu plus en Europe.
Et vous allez voir dans un instant que ces chiffres sont en augmentation. Même si vous le verrez ensuite de façon plus détaillée, quelques éléments supplémentaires. Ce sont des maladies qui touchent tous les âges de la vie. J'ai indiqué qu'il y a des formes rares du jeune enfant, mais ce sont des maladies qui débutent souvent chez de jeunes adultes, comme vous pouvez le lire entre 20 ans et 40 ans, et qu'il y a ensuite encore des poussées, ou des nouveaux cas plus exactement, qui surviennent plus tard. Donc toutes les régions du monde sont touchées, toutes les ethnies, même si certaines le sont plus fréquemment que d'autres. Par exemple, les juifs séfarades en particulier sont particulièrement à risque de rectocolite hémorragique, etc., etc. Le sexe ratio, rien de remarquable à dire. Et ensuite, quelques facteurs de risque parmi d'autres, on y reviendra, avec des notions qui sont parfois étonnantes sur le fait que le tabac est un facteur de risque de la maladie de Crohn. De façon surprenante, le tabac, c'est bien une des rares situations médicales où c'est le cas, protège un peu contre le risque de rectocolite hémorragique. N'en déduisez pas qu'il faille fumer. Okay, les contraceptifs oraux sont un facteur de risque pour la maladie de Crohn. L'appendicectomie, vous savez que c'est un organe lymphoïde géographiquement situé à peu près à la frontière entre le côlon et l'intestin grêle, joue probablement un rôle non négligeable, même si on peut s'en passer. Mais l'appendicectomie précoce est un facteur de protection modeste, mais statistiquement démontré des rectocolites hémorragiques. Il y a des notions de génétique, d'hérédité, qui est montrée par le risque de concordance, enfin, autrement dit que deux jumeaux vrais développent la maladie, qui est une bonne façon de, même s'il faut se méfier encore de notions environnementales, mais une bonne façon de suggérer le facteur génétique. Vous voyez que le taux de concordance entre jumeaux vrais se situe entre 6 et 18% pour la maladie de la rectocolite hémorragique, et plus, donc probablement suggérant un facteur génétique plus fort pour la maladie de Crohn. Et enfin, je vais passer sur les jumeaux dizygotes, l'utilisation d'antibiotiques précoces dans la vie, dont on sait que ce n'est pas forcément une bonne idée, est un facteur de risque pour la survenue ultérieure de rectocolite hémorragique, avec un risque, vous voyez, multiplié de triple. Donc, quelques éléments ici, pour l'instant, sont des bribes d'informations épidémiologiques qui vous donnent quelques concepts concernant la survenue de ces maladies. Cette image est assez intéressante, même si elle est purement descriptive, et donc il faut se méfier de tirer trop rapidement des relations de cause à effet, mais ce sont des diagrammes qui ont été publiés il y a quelques années par mon collègue immunologiste Jean-François Bach, qui travaille à Necker, qui montrent que les courbes se croisent. Si on regarde le temps, entre 1950 et 2000, on aurait pu continuer encore dans la période actuelle, ça ne change pas la discussion. Quant à la fréquence, exactement l'incidence de maladies infectieuses, qui sont en régression, ce n'est pas une surprise, liées à l'hygiène, aux vaccinations thérapeutiques diverses, et la survenue de maladies auto-immunes inflammatoires. Je vous ai déjà montré cette courbe la semaine dernière lorsque je vous ai parlé d'asthme, et donc une maladie allergique. Et donc vous voyez que de façon étonnamment croisée, on pourrait suggérer qu'il y ait, pourquoi pas, un lien entre la décroissance spectaculaire de survenue de maladies infectieuses, certaines qui ont, en tous les cas, en France métropolitaine disparue, comme le rhumatisme articulaire aigu, qui est une maladie essentiellement rhumatismale qui survient chez les enfants après une infection streptococcique. Quand j'étais interne en médecine, il y a bien longtemps, on voyait des enfants atteints de cette maladie. Aujourd'hui, en métropole, il n'y en a plus. Il y en a toujours aux Antilles, par exemple, mais il n'y en a plus en région métropolitaine, par exemple. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Et à l'inverse, donc, l'émergence croissante en fréquence de maladies auto-immunes, inflammatoires et allergiques, dont vous avez ici la maladie de Crohn, où schématiquement, sur ce diagramme qui correspond à des données regroupant ce que l'on connaît de l'épidémiologie de ces maladies dans le monde occidental au sens large, donc Amérique du Nord, Europe, Australie, Japon, en gros, vous voyez que pour ce qui concerne la maladie de Crohn, eh bien, en 2000 à peu près, il y a presque 4 fois plus de cas qu'il n'y en avait en 1950. Et ce n'est pas vraiment faute de diagnostic. Si on regarde ce qui se passe en Asie, où il semble qu'il y ait une augmentation particulièrement marquée de ces pathologies, particulièrement la maladie de Crohn, et quelques données extraites de la littérature au Japon, en 30 ans, un peu plus de 30 ans, entre 1900... Non, je dis n'importe quoi, en 12 ans, je me demande s'il n'y a pas une erreur dans mes chiffres quand même, parce que ça me paraît énorme. Mais enfin, en tous les cas, dans la période récente, le nombre de cas diagnostiqués de maladie de Crohn au Japon a été multiplié par 5, et aussi en Corée du Sud, même si aussi peuvent intervenir quelques éléments diagnostiques. Donc derrière le croisement de ces courbes,
intervient, elles ont généré une théorie qui a été élaborée aux États-Unis par M. Strachan il y a maintenant une trentaine d'années, dit de la théorie de l'hygiène, c'est-à-dire l'idée que dans un contexte où nous sommes de moins en moins confrontés à des microbes pathogènes, donc par exemple ceux qui sont à gauche, le streptocoque que j'ai cité, rougeole, tuberculose, etc., notre système immunitaire est de plus en plus enclin à réagir de façon pathologique, provoquant maladies allergiques, inflammatoires ou auto-immunes, et donc ceci est susceptible de contribuer au développement actuel des maladies inflammatoires de l'intestin, même si cette théorie, aussi séduisante soit-elle, avec quelques supports expérimentaux mais encore assez faibles, n'est pas vraiment démontrée à ce jour. Voilà. Alors, j'ai déjà dit qu'il y avait un pic de fréquence de survenue de ces maladies, que ce soit la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn entre 20 et 40 ans, mais aussi chez les sujets âgés. Et je vous ai aussi déjà dit qu'il y avait des formes pédiatriques, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Quand même, presque un quart des cas se développent avant l'âge de 18 ans. Et il y a donc des formes très précoces, y compris dès les premiers jours de vie, qui sont d'origine héréditaire, donc de façon une espèce de vision schématique des choses, mais pas vraiment fausse. En fonction de l'âge, plus le début est précoce de la maladie, plus il est probable que la maladie soit héréditaire et éventuellement liée à des mutations d'un gène, donc dans les formes très très précoces de l'enfant. Et plus on avance en âge et que surviennent ces maladies inflammatoires de l'intestin, plus il est probable que l'environnement joue un rôle et que la génétique joue un rôle moindre, même s'il continue à y avoir des facteurs de prédisposition, mais qui ne sont plus monogéniques, mais qui sont une constellation de variations dans le génome qui favorisent ces maladies. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, alors entrons quand même dans quelques détails de description de ces maladies, de savoir de quelles maladies on parle, comment elles sont caractérisées. Donc brièvement, d'abord la rectocolite hémorragique, puis je discuterai la maladie de Crohn. Donc ce sont des maladies digestives qui se manifestent essentiellement par de la diarrhée. La rectocolite hémorragique, comme son nom l'indique, est accompagnée de saignements au niveau du rectum. La pathologie donc touche essentiellement le rectum et de façon variable le côlon, s'accompagne de douleurs, d'inflammation, d'anémie, vous pouvez le lire, et les risques sont des complications plus sévères sous forme d'hémorragie par saignement important de la muqueuse intestinale colique et ou rectale, et risque, si les lésions s'en font en profondeur dans l'intestin, de perforation, et cette maladie évolue par poussée, donc on peut, si on veut, même pas si on veut, pour les médecins c'est évidemment important pour définir les thérapeutiques, classer la maladie en fonction de ces paramètres en modéré, intermédiaire ou sévère, en fonction du nombre d'épisodes de diarrhée au quotidien, la présence de sang dans les selles, évidemment, qui est un élément important. Si la maladie s'accompagne, puisqu'il y a inflammation systémique avec de la fièvre, de l'anémie, qui peut être à la fois liée à l'inflammation, mais aussi au saignement, lorsque ceux-ci sont importants. Donc la vitesse de sédimentation, si elle est accélérée, est un marqueur d'inflammation générale. Et évidemment, une notion importante, vous allez voir une image ensuite, c'est l'aspect endoscopique qui permet aux gastro-entérologues de porter un diagnostic à la vision des lésions macroscopiques et à la vision des lésions histologiques. Donc après biopsie de la muqueuse endommagée, vous voyez donc les lésions vont d'un érythème, donc une inflammation superficielle de la muqueuse, avec une mauvaise visibilité de la vascularisation des vaisseaux situés sous la muqueuse et un aspect finement granulé de cette muqueuse. En s'aggravant, l'érythème peut être plus sévère, les granules plus larges, on voit encore moins bien les vaisseaux, et au contact de l'appareil, de l'endoscope, peut apparaître un saignement, et à un degré de plus, ce sont des saignements spontanés avec des ulcérations de la muqueuse. Voici une image que j'ai toujours extraite de ce livre, donc qui n'est pas spécialement consacré aux maladies digestives, mais évidemment qui en parle, le Harrison, le textbook de médecine interne. Voici une image d'endoscopie colique où vous voyez un érythème, la muqueuse est rouge, et des exudats blanchâtres qui sont situés de façon diffuse. C'est une caractéristique de cette maladie en opposition à la maladie de Crohn. Et la fragilité de la muqueuse, vous ne pouvez pas la voir ici, mais elle existe au toucher, donc au contact, qui peut provoquer les saignements. Et donc ces lésions touchent le rectum et d'une façon plus ou moins diffuse le côlon, avec un caractère continu des lésions. Niveau histologique, par rapport aux belles villosités, j'aurais dû peut-être vous remettre une image normale d'intestin, de côlon, mais où on voit des villosités et des cryptes. Ce qu'on voit essentiellement, c'est
un infiltrat. Tous les petits points violets sont les noyaux de cellules du système immunitaire. Donc une inflammation considérable de la muqueuse et de sous-muqueuse. Ça, ce sont les infiltrats lymphocytaires, pas que lymphocytaires, mais essentiellement lymphocytaires. Des anomalies des cryptes, donc les régions invaginées de la muqueuse intestinale, qu'on voit moins bien sur cette coupe ici, et l'érosion de la muqueuse qu'on devine à la partie superficielle de cette image d'histologie. Donc voilà, de façon succincte, les éléments cliniques de cette maladie, donc encore une fois, qui évoluent par poussée, dont on ne guérit pas vraiment et sur lesquels les traitements anti-inflammatoires, on y reviendra, ont une certaine efficacité. Et il y a également donc une variabilité dans la sévérité de la maladie. La maladie de Crohn, qui évolue également par poussée avec une sévérité variable, il y a des éléments cliniques communs et des différences. Cette maladie qui provoque beaucoup de douleurs. Les personnes qui ont cette maladie peuvent avoir des douleurs sans diarrhée, par exemple, mais la diarrhée est évidemment un symptôme fréquent. Fièvre, la perte de poids est souvent marquée, et il y a aussi un syndrome inflammatoire. Et là, la maladie n'évolue pas vraiment sous forme d'hémorragie, comme c'était le cas pour la rectocolite hémorragique, mais plutôt sous la forme de rétrécissement de la muqueuse, qui peut aller jusqu'à une obstruction, un tiers des cas, donc éventuellement une forme d'occlusion, et par fusion entre différentes régions de l'intestin, la survenue de fistules, de fissures. Et les anomalies par ailleurs de l'épithélium provoquent une malabsorption qui, évidemment, a quelque chose à voir avec la perte de poids, en sachant que cela est également lié, la perte de poids, aux éléments de l'inflammation systémique. Et dans cette maladie de Crohn, en plus de la symptomatologie digestive, il peut y avoir des manifestations extra-intestinales. Vous allez voir une diapositive tout à l'heure qui les liste, et elles sont très nombreuses. Ils sont d'autres manifestations inflammatoires qui peuvent être tout à fait absentes, bien sûr, mais qui sont rencontrées de façon non rare, touchant notamment la peau, les articulations, une forme de rhumatisme, si vous voulez, l'œil, etc., etc. L'aspect de la muqueuse est assez différent de la muqueuse telle qu'elle est observée dans la rectocolite hémorragique, où ici on observe des ulcérations, comme une espèce d'aft au niveau de la muqueuse, plus souvent donc, ces images de rétrécissement, de stricture de la lumière intestinale. Donc la maladie de Crohn, contrairement typiquement à la rectocolite hémorragique, est une maladie qui touche aussi l'intestin grêle, et vous avez ici une distribution de fréquences en fonction du type d'atteinte, mais ceci est important pour les gastro-entérologistes qui classifient la maladie en fonction des lieux d'atteinte de l'inflammation au niveau du grêle et du côlon. Vous voyez qu'à peu près un tiers des patients ont une atteinte apparemment isolée de l'intestin grêle. Presque la moitié des patients, ou un peu plus, ça dépend des statistiques, ont une atteinte combinée de l'intestin grêle et du côlon, et une minorité de malades ont seulement entre guillemets, une atteinte du côlon, un peu comme au cours de la rectocolite hémorragique. Donc ce sont des maladies assez distinctes en termes d'aspect de lésion et en termes de localisation au niveau de l'intestin. Les images de biopsie qui sont utiles aux médecins pour porter le diagnostic. Ici, les lésions sont habituellement segmentaires. Ce n'est pas l'ensemble de la muqueuse qui est pathologique, mais c'est par certaines zones sont pathologiques, alors que d'autres, les zones voisines, ne le sont pas. Et on retrouve les ulcérations qu'on a vues macroscopiquement sur l'image précédente au niveau de la muqueuse, des abcès cryptiques, donc vous avez une inflammation, la présence de lymphocytes autour, on le voit peut-être ici, de la partie inférieure des cryptes, des cellules, la bordure épithéliale qui est ici, ce sont des coupes transversales à ce niveau-là, et la présence d'un grand nombre aussi de cellules inflammatoires mononucléées, particulièrement lymphocytaires, et des macrophages qui constituent des granulomes qu'on peut voir ici, ces zones plus denses de cellules qui sont organisées, donc qui témoignent d'une réponse immune d'un certain type au cours de la pathologie et qui est assez typique de la maladie de Crohn. Donc des lésions segmentaires transmurales, ça veut dire qu'elles ne sont pas superficielles, elles touchent la muqueuse elle-même, mais elles s'enfoncent en profondeur sur l'ensemble du tissu de l'intestin. Donc les spécialistes classent la pathologie, on n'est évidemment pas entré dans ces détails, qui pour nous aujourd'hui ne sont pas importants, mais qui le sont dans la pratique médicale du suivi de ces patients, en fonction des atteintes. Vous voyez, L1, c'est une atteinte terminale de l'iléon, L2 du côlon, quand ça devient rouge, L3, l'iléon côlon. Mais vous voyez, important à considérer, par exemple, cette forme-là, même si je crois qu'elle n'est pas très fréquente, où l'atteinte inflammatoire peut concerner la partie haute du tractus gastro-intestinal, l'estomac, même l'ésophage éventuellement.
Et il n'est pas rare aussi, par exemple, que ces patients aient des aftes buccaux qui témoignent d'une atteinte inflammatoire jusqu'au niveau de la sphère oropharyngée. Ici, vous avez une combinaison d'atteintes hautes et diffuses. Évidemment, plus l'atteinte est étendue, plus la gravité est là. Et là, c'est une catégorisation différente en fonction du type de lésion, c'est-à-dire s'il y a ou non des rétrécissements, plus ou moins pénétrants, ici rétrécissement sur le côlon transverse, etc., etc. Et pénétrant, ça veut dire qui concerne toute l'épaisseur de l'intestin. Et à droite, ça vaut la peine de s'y intéresser un instant, en plus probablement, même si aujourd'hui on n'est pas capable de dire de quelle manière cela devrait éclairer la physiopathologie, c'est la liste de toutes les pathologies non digestives qui sont associées avec la maladie de Crohn. Vous voyez qu'elle est longue. Évidemment, la fréquence relative de chacune est limitée, mais quand même, vous pouvez avoir des atteintes cutanées nécrotiques, des abcès stériles comme le pyoderma gangrenosum, comme c'est marqué ici, des érythèmes noueux, ce sont des papules dures inflammatoires présentes dans le tissu sous-cutané. Ici, donc des lésions articulaires, d'arthrite, encore ici de l'arthrite, et d'autres, y compris de l'asthme, par exemple, dont on parlait la semaine dernière, de vascularite. Bref, même si c'est une maladie essentiellement inflammatoire de l'intestin, du grêle et du côlon, ou du côlon, ça peut être aussi une maladie inflammatoire plus diffuse qui suggère des éléments contributifs ou de progression de la maladie qui ne concernent pas que des événements qui se passent au sein de l'intestin. En termes d'évolutivité de cette maladie de Crohn, en fait, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure pour la rectocolite, elle évolue plutôt par poussée, donc c'est en fonction du temps. Ici, vous avez une image schématique, telle qu'elle a été publiée il y a quelques années dans le Lancet, où à partir du début de la maladie, une phase où il n'y a pas d'expression de la maladie, pas de douleur, pas de diarrhée, pas de conséquences encore, il va y avoir des poussées sous forme de... Ces pics noirs correspondent d'une certaine façon à une poussée inflammatoire, qui peuvent être avec ou sans fièvre et syndrome biologique de l'inflammation, et à chaque fois, de façon variable, une aggravation des lésions intestinales. Par exemple, c'est évidemment de façon légèrement arbitraire ici, ce n'est pas un cas précis, mais ça correspond à une réalité possible, la survenue d'un rétrécissement. Ici, la survenue de fistules et d'abcès, nécessitant par exemple une intervention chirurgicale après une aggravation importante des lésions, à nouveau constriction ici. Donc des événements successifs qui peuvent faire que la maladie s'aggrave, même si évidemment ensuite un certain nombre de thérapeutiques interviennent pour essayer d'enrayer, de calmer ces différents éléments. J'y reviendrai tout à l'heure. Un peu plus d'épidémiologie, je vous ai déjà parlé de fréquence. Pour la maladie de Crohn, vous avez ici les diagnostics de ces maladies, évidemment biaisés par le niveau de médecine de chacun des pays, mais vous pouvez quand même voir que pour les pays dits occidentaux, plus l'Australie, incluant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'incidence de la maladie de Crohn est élevée. Elle est particulièrement au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe, et qu'elle l'est moins dans d'autres pays, même si on a vu que l'incidence augmentée en Asie, elle n'a pas encore atteint les chiffres du monde occidental. Il en est à peu près de même pour la rectocolite hémorragique. Pas de différence très très sensible à ma connaissance. Voilà, alors ensuite, revenons aux facteurs environnementaux que je vais détailler un petit peu plus ici et qui interviennent dans l'expression de la maladie en comparant les deux pathologies. Vous allez voir qu'il y a des éléments communs et des éléments discordants. Le fait de vivre en milieu urbain, qui peut s'interpréter de diverses manières sur le plan étiologique, est un facteur de risque par rapport à vivre en milieu non urbain. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, ce que j'ai décrit sur le risque de maladies allergiques en fonction de l'environnement dans lequel vivent de jeunes enfants, ou le fait d'être dans des fermes avec des animaux protège partiellement, mais protège de l'allergie. Il était montré que ça protégeait aussi un peu contre les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, est-ce que c'est lié à ces questions de contact précoce dans la vie avec certains types de molécules d'origine bactérienne qui permettent de canaliser les réponses immunitaires? C'est possible, mais ce n'est pas certain. En tous les cas, cela pourrait jouer un rôle aussi dans ce cas-là. Le tabac, je l'ai déjà évoqué comme facteur de risque de maladie de Crohn et qu'il est protecteur dans la rectocolite hémorragique. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais peut-être Harry a une idée. Il n'en a pas non plus, malheureusement. Donc, voilà. Les aliments, on sait que la consommation importante de protéines et de graisses est un facteur associé à la maladie de Crohn.
l'alimentation très sucrée à la rectocolite hémorragique. L'appendicectomie, je l'ai déjà décrit tout à l'heure, j'en parle plus. L'antibiothérapie précoce également, un facteur de risque de maladie de Crohn. Et sur le indice socio-économique joue un rôle, en sachant que cette fois-ci, c'est dans un sens d'avantage socio-économique favorisant ces maladies, peut-être liées à l'hygiène, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, théorie de l'hygiène, ou non. Cela reste possible. Alors, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet, après avoir fait un tour d'horizon forcément un peu succinct de ces pathologies, de leur fréquence, des facteurs de risque environnementaux généraux, pour discuter d'abord de génétique, avant d'évoquer les éléments liés à la flore intestinale et les conceptions physiopathologiques de ces maladies. Donc il y a eu énormément d'études de génétique faites sur des cohortes impressionnantes de patients atteints de ces deux maladies. Évidemment, je ne vais pas vous les détailler, vous donner quelques éléments. Ce sont les éléments recueillis, les informations sont intéressantes mais un peu frustrantes également. Mais elles indiquent qu'il y a donc, je l'ai déjà dit, je vous ai parlé de la concordance entre jumeaux vrais, notamment dans le cas de la maladie de Crohn, qui indique qu'il y a des facteurs héréditaires qui apportent un risque de développement de ce type de maladie. Alors, comment ces études ont été faites? J'ai déjà à multiples reprises, je pense, parlé de ces études de liaison génétique, donc qui consistent à prendre une cohorte d'individus atteints de la maladie que l'on étudie, donc ici mettons la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, ou les deux, et de comparer avec des sujets non atteints de ces maladies, et d'étudier toutes sortes de variations de notre génome. Vous savez qu'il y a beaucoup de positions de notre génome, que ce soit dans les gènes ou surtout hors des gènes. Il y a des variations, donc ce n'est pas le même nucléotide, donc ce sont des marqueurs polymorphiques, et on peut étudier de façon statistique, c'est relativement simple, si tel ou tel variant de telle ou telle position, de tel ou tel chromosome, peu importe lequel, est associé plus qu'au hasard avec la survenue d'une maladie, donc comme la maladie de Crohn. Donc c'est ce qu'on appelle les études de liaison génétique, genome-wide, je ne sais plus dire, genome-wide associated... Ça va mal, hein? Association Studies, merci. J'ai trop souvent utilisé cette abréviation. Et une des études de référence pour l'ensemble des deux maladies, qui a été publiée dans Nature il y a maintenant 7 ans, a mis en évidence au minimum 215 régions du génome dont des variants sont associés à un risque accru, soit de la maladie de Crohn, soit de la rectocolite hémorragique, soit des deux. Okay? Donc c'est énormément de variantes de prédisposition. Mais chacun de ces variants comporte un risque faible. J'ai déjà évoqué ce concept qui fait que si on a un variant qui est associé plus souvent à la maladie de Crohn, ça augmente le risque pour l'individu qui porte ce variant d'un facteur 1 ou 2 ou 3. Il y a un variant, node 2, on va y revenir, dans les populations occidentales, dont le facteur de risque est un peu plus élevé, mais tout ça reste très faible. Et ce qui est intéressant d'observer, si on prend ce petit diagramme, c'est si on compare les variations globalement ici, c'est IBD, c'est Inflammatory Bowel Disease, donc c'est l'ensemble des maladies inflammatoires de l'intestin, comparé à des contrôles. Et ici, en axe vertical, et en axe horizontal, on compare CD, c'est maladie de Crohn, UC, c'est ulcerative colitis, rectocolite hémorragique en anglais, et qui montre que il y a des allèles, chaque point correspond à un variant. Et un certain nombre sont absolument partagés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les patients atteints de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse, de rectocolite hémorragique. D'autres, en bleu, sont des variants qui sont associés avec le risque de rectocolite hémorragique, comme certains allèles HLA, et d'autres, de l'autre côté, ici en rouge, orange, je ne sais plus, ce sont des allèles et des variants, si on considère ici des gènes, on va revenir sur cette notion tout à l'heure, qui sont associés avec la maladie de Crohn, comme par exemple PTPN22, qui est une phosphatase qui intervient dans la régulation de la mise en jeu des réponses des lymphocytes T. Vous voyez, donc il y a des variants partagés, c'est ce que montre aussi... non, pardon, il montre autre chose, ce diagramme-là, on verra après. Des variants partagés, donc des facteurs de risque communs aux deux types de maladies inflammatoires de l'intestin, qui indiquent qu'il y a certainement des éléments physiopathologiques partagés, mais d'autres qui sont distincts, ce qui n'est évidemment pas une surprise. Donc quand on croise ces éléments, on s'aperçoit que le IBD, donc le cercle violet, si on prend des nombres d'allèles variants,
façon intéressante, croisent avec des variants génétiques qui sont présents dans des risques de maladies infectieuses, comme la lèpre ou MSMD, sont des maladies génétiques, j'ai eu l'occasion de vous parler, qui donnent des risques de maladies infectieuses graves par les mycobactéries. Donc comme si les mêmes éléments qui sont impliqués dans l'immunité contre des mycobactéries, lèpre ou Mycobacterium tuberculosis ou associés, sont aussi, des variants peuvent être associés sous des formes moins sévères, mineures, au risque de maladies inflammatoires de l'intestin, donc suggérant que les mêmes mécanismes sont en jeu, éventuellement dans des sens opposés, ça dépend des cas. Donc tout ceci est intéressant, nous apporte des informations sur la physiopathologie, mais qui sont quand même diffus, qui ne sont pas faciles à classer, et encore une fois, à l'échelle individuelle, n'apportent pas d'intérêt médical particulier parce que c'est un facteur de prédisposition très faible. Encore une fois, avec des facteurs de risque partagés entre les deux maladies, et pour certains qui sont distincts, et parfois partagés avec d'autres maladies du système immunitaire, susceptibilité à des infections, comme je viens de vous dire, ou d'autres maladies auto-immunes inflammatoires, c'est le cas du cercle jaune ici. Donc on apprend un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a aussi une certaine frustration. Ici, une étude qui date de 2016, ou qui reprend un certain nombre de facteurs de risque, ici pour la maladie de Crohn uniquement, et qui essaye d'évaluer le rôle du tabac et de la génétique, et qui, in fine, ne rendent compte que d'une petite fraction du risque. Vous voyez, les causes connues telles que cette étude le définit, à mon avis, c'est un peu pessimiste, mais enfin, ça, c'est significatif en termes de faiblesse de la valeur. Les causes connues, tabac et génétique, donc un facteur environnemental et les différents variants du génome, ne rendent compte que de 8% du risque de maladie de Crohn, tel que cette étude, en tous les cas, le définit. NOT2, qui est le variant le plus important, qui correspond à un récepteur de l'immunité innée, donc qui est impliqué dans les réponses de l'immunité innée contre les microbes. Même ce variant-là, à lui tout seul, il a une forte valeur statistique, mais c'est un variant, même si de loin c'est le plus élevé de tous, qui reste encore assez faible dans le déterminisme de la maladie. Donc des informations, mais aussi malheureusement pas une explication claire de ce qui se passe. Je vais y revenir parce qu'on peut essayer d'aller plus loin. Mais une notion qui n'est pas inintéressante, c'est que si on regarde pour la même maladie, quels sont les variants qui correspondent à des facteurs de risque génétique et on s'intéresse à des populations différentes, on a des résultats différents. Okay. Ici, vous avez, à travers les deux diapositives suivantes, vous allez voir la comparaison de facteurs de risque, toujours les mêmes, hein, donc de variants du génome, dans des gènes ou hors de gènes, dans les régions de régulation, on va y revenir, qui sont associés à la maladie de Crohn, en comparant ce qui se passe chez les sujets d'Asie de l'Est, donc Japon, Chine, Corée, avec des personnes qui ont cette maladie en Europe. Okay. Et donc, si les variants étaient les mêmes en termes de risque entre les populations asiatiques et européennes, tous les points qui correspondent à chacun des variants devraient s'aligner sur la diagonale. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points qui sont au-dessus, qui sont des facteurs de risque propres aux populations asiatiques, et des points qui sont en dessous, comme TNSF15 par exemple, ou le CXL5, ou ces molécules importantes de l'autophagie, par exemple, qui sont des variants, surtout ceux-là, qui sont au-delà de 1, qui sont, enfin, ça dépend comment on les regarde, en protecteur ou en risque, facteur de risque de la maladie. Ça sont des variants associés à la maladie de Crohn chez les Européens. Donc il y a des variants partagés, mais des variants propres aux Asiatiques et des variants propres aux Européens, qui suggèrent que l'évolution au cours des milliers d'années passées des populations humaines relativement séparées les unes des autres, en Asie de l'Est et européenne, a ces variations probablement déterminées par l'évolution et les risques infectieux, a déterminé des facteurs de risque pour les maladies inflammatoires distincts. Et ces études, comme vous pouvez le voir, elles sont faites sur des grands nombres de patients, 22 000 patients, comme vous pouvez le voir. Et on peut exprimer ces résultats d'une autre façon, qui peut-être sont plus clairs à lire. Vous avez ici à gauche la colonne des facteurs de risque chez les Européens et à droite chez les personnes habitant qui émanent originaires de l'Asie de l'Est. Et vous avez, la légende est ici, vous avez quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est un facteur de risque qui n'est présent en gros que chez les Européens parce qu'il n'y a pas de variation. Ces variants de NOT2 justement n'existent pas dans les populations d'Asie. Donc ce variant qui est l'élément génétique le plus déterminant, même s'il est faible,
du risque de maladie de Crohn chez les Européens est un variant qui n'existe pas dans les populations asiatiques. A contrario, le variant de cette molécule de la famille du TNF, TNSF15, TNSF6, joue un rôle important. La taille donne une notion d'importance et donc est fréquemment impliqué, enfin associé plus exactement à la maladie de Crohn chez les populations asiatiques, mais avec un facteur de risque qui est bien différent de ce qu'on observe dans les populations européennes. Vous voyez, il y a énormément de différences. On retrouve un autre variant concernant le récepteur de l'interleukine 23, qui joue un rôle dans la différenciation de lymphocytes T pathogènes dans la maladie de Crohn, qui a un variant qui est présent dans les populations européennes, qui est carrément absent dans les populations asiatiques, à nouveau en bleu, et puis un autre variant avec un facteur de risque qui est plus important dans les populations européennes que asiatiques. Donc probablement, on peut conclure de ces données qui ont un intérêt théorique, c'est que l'influence du fond génétique de ces variants qui sont apparus au cours de l'évolution et qui ont été potentiellement sélectionnés par des facteurs environnementaux, nutritionnels, microbiens, l'ont été dans des environnements différents, environnements microbiens ou nutritionnels, où les deux, par exemple, de populations vivant au Japon il y a 5000 ans n'étaient pas le même que les populations vivant en Europe il y a 5000 ans, par exemple, et donc témoignent indirectement de l'interaction génétique-environnement, peut-être à l'égard du contrôle microbien, mais peut-être aussi à l'égard d'autres éléments, et donc font que ces éléments interviennent de façon distincte dans le risque de survenue de maladie de Crohn, encore une fois, même si ce risque est relativement faible. Alors, ce type d'analyse peut être poussé un peu plus loin. Il y a des publications plus récentes, comme un autre article publié dans Nature en 2017, où cette fois-ci, on va plus loin dans l'analyse en combinant deux notions, deux analyses plus exactement. La première, c'est toujours le GWAS, donc on cherche les variants du génome dont la fréquence est augmentée chez les populations atteintes de la maladie de Crohn. Mais on va y coupler un deuxième type d'étude, ce qu'on appelle l'expression des gènes candidats, c'est-à-dire lorsqu'on trouve un variant quelque part dans le génome, soit dans un gène lui-même, soit à côté d'un gène, par exemple, on va étudier si ce variant est associé à un niveau d'expression du gène plus ou moins élevé, ce qu'on appelle les QTL, Quantitative Trait Locus. Donc c'est une variation qui a pour conséquence de faire qu'un gène donné va être exprimé plus ou moins. Donc, in fine, il y a plus ou moins de protéines, plus ou moins de fonctions. Et ceci est génétiquement déterminé. Et donc, si on combine ces analyses, on peut aller un peu plus loin dans l'analyse et être un peu plus. On peut raffiner un tout petit peu l'étude des facteurs de risque parce que cela permet d'intégrer les variants non codants, c'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas une modification d'un acide aminé dans un gène, mais une variation en fait d'une région qui régule l'expression d'un gène. Je vous rappelle que l'essentiel de notre génome intervient dans la régulation des gènes. Le génome codant, donc les gènes proprement dits, ne représentent que 2% de notre génome. Donc ces analyses sont beaucoup plus puissantes, parce qu'elles permettent d'intégrer plus d'éléments d'information, variations génétiques et conséquences fonctionnelles éventuelles. Et si on fait ça, on arrive à des résultats qui ne sont pas totalement inintéressants. Par exemple, ici, vous avez une synthèse qui permet de... Si on va de la gauche à la droite, les études sont de plus en plus sophistiquées. Là, c'est GWAS uniquement. Donc chaque point, c'est un locus de susceptibilité, tel qu'on l'a évoqué. Ici, ça touche l'ensemble des maladies inflammatoires de l'intestin. Ici, on a analysé ensemble plusieurs études de GWAS, donc on augmente la puissance statistique en ayant non plus des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers de cas de malades étudiés, comparés à des populations contrôle. Et ici, on arrive à droite aux notions qui combinent à la fois les études de liaison génétique et des études fonctionnelles. Et on peut retrouver et préciser quelques familles de molécules dont on peut penser qu'elles jouent un rôle dans la survenue de ces maladies. J'ai déjà cité l'IL-23 récepteur, donc c'est un récepteur d'une cytokine, on va le voir réapparaître tout à l'heure, qui joue un rôle dans la différenciation de lymphocytes T qui sont probablement pathogènes dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc les gens qui ont ce type de variant peuvent avoir une réponse excessive à la cytokine interleukine 23 qui va favoriser, plus que chez quelqu'un qui n'a pas ce variant, une réponse fonctionnelle forte vers la différenciation de ces lymphocytes T pathogènes. Ici, vous avez aussi d'autres récepteurs de cytokines qui jouent un rôle dans l'induction des réponses des lymphocytes T. Une kinase TIC2
qui est impliqué dans l'activation à la fois des lymphocytes T, mais aussi des cellules de l'immunité innée. Donc on peut penser aussi que ça aggrave leur capacité d'intervention. Ici, c'est inintéressant, vous avez une famille de molécules dont on retrouve différents éléments en fonction du type d'étude, qui sont des intégrines, c'est-à-dire des molécules d'adhésion, et des molécules d'adhésion des leucocytes. Donc probablement qui favorisent, lorsque des variants le rendent plus propice, l'adhésion, donc la migration, puis l'adhésion de cellules inflammatoires dans la zone de l'intestin qui est touchée. Donc on peut progressivement avancer, même si, comme vous voyez, on est loin du compte. Même si on définit quelques familles de molécules, on ne définit pas un scénario explicatif de ces maladies. C'est comme si on avait un pulse gigantesque avec des centaines de milliers de pièces dont on a quelques-unes aujourd'hui disponibles pour reconstituer l'image générale. Par ce type d'analyse génétique, on peut aller au-delà de facteurs de risque qui déterminent le fait de développer ou non la maladie. C'est ce que, de façon implicite, j'ai évoqué jusqu'à présent. Mais on peut aussi définir des facteurs de risque qui interviennent sur le pronostic de la maladie. Si on prend des sujets, mettons que c'est le cas de cette diapositive, tous la maladie de Crohn, on va essayer de voir si dans le génome de ces sujets, en les comparant les uns aux autres, est-ce qu'il y a des éléments qui sont associés avec un plus mauvais pronostic, avec des formes plus graves. Et on en trouve un peu, même si à nouveau les facteurs de risque sont relativement faibles. Donc en fait là, c'est une vision de tous les variants sur tous les chromosomes étudiés. C'est une façon de montrer ce type d'image. Et vous voyez qu'il y en a quelques-uns ici. On retrouve le système HLA lui-même, qui, comme très souvent, intervient par certains de ces allèles dans la survenue de maladies auto-immunes ou inflammatoires. Et d'autres jeunes, FOXO3, c'est un facteur de transcription qui intervient dans les régulations métaboliques, un facteur qui est lié le facteur de croissance épithéliale, et aussi encore un gène sur le chromosome X. Donc il y a quelques éléments, même si à nouveau la physiopathologie n'est pas simple à déterminer, qui interviennent et qui modulent le pronostic de façon un peu plus précise. FOXO3 intervient notamment sur la régulation d'une protéine anti-inflammatoire, TGF-bêta. XACT est une molécule exprimée dans l'intestin, ça tombe plutôt bien, mais si j'ai bien compris, pour l'instant, sa fonction n'est pas bien connue. Ce facteur intervient dans l'intervention de facteurs trophiques, les IGF, et HLA, bien sûr, dans les réponses T. Donc, vous avez ici des indices de risque relatif, de protection ou de facteurs péjoratifs. C'est en fonction de la façon dont on compare les allèles fréquents de la population générale aux allèles trouvés chez les sujets malades, atteints de maladie de Crohn dans cet exemple. Par les combinaisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, où on regarde à la fois les variations du génome et la régulation transcriptionnelle, si les gènes sont plus ou moins exprimés, donc ils s'approchent un peu plus des fonctions, on arrive à déterminer des facteurs de risque un peu plus élevés. Là, je vous ai extrait deux exemples d'un travail relativement récent, publié dans Nature Genetics, où pour un variant donné, qui est situé dans le locus d'un gène donné qui s'appelle SYNGR1. On ne va pas entrer dans les détails de ce que cela implique sur le plan physiopathologique, c'est juste à titre d'illustration. Donc un individu qui a les allèles où à une position donnée, il y a deux fois une adénine, donc il est homozygote AA, il a un risque, il a un niveau d'expression du gène qui est celui-ci, c'est unité arbitraire. Un individu qui est hétérozygote AG, adénine-guanine, il exprime un peu plus de transcrits d'ARN messager de ce gène. Et un individu qui est homozygote GG, guanine deux fois, il a encore un peu plus d'expression de ce gène en termes de quantité d'ARN. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que les sujets GG ont un risque de développer une maladie de Crohn un peu plus élevé que la population générale, que ces individus-là, et ceux-là sont en situation intermédiaire. Autrement dit, il y a une corrélation, c'est une corrélation, donc il faut toujours être prudent face à des corrélations, entre l'abondance d'expression du gène et le risque de la maladie. Donc il est possible que les variations génétiques interviennent en modifiant le niveau d'expression du gène, et que quand ce gène est un peu plus exprimé, ça corresponde à une situation qui augmente le risque de survenue de la maladie par un mécanisme encore qui reste à préciser. Et vous avez ici un exemple qui est exactement la même chose, sauf que ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire que le risque diminue, mais c'est exactement le même concept.
Donc si on fait ça, et c'est le cas aujourd'hui pour un très grand nombre de gènes, on peut petit à petit à nouveau ajouter des pièces de puzzle à la compréhension générale et être un peu plus précis dans le déterminisme. Enfin, ici, si on combine, c'est toujours la même étude, tous ces éléments, mais cette fois-ci en prenant l'ensemble des données et pas juste 2 exemples de gènes, de régulation d'expression de gènes, tels que je viens de vous le montrer. Si on compare des sujets qui n'ont pas de maladie inflammatoire de l'intestin avec des sujets qui ont une maladie de Crohn, et si on ne tient compte que des données de polymorphisme des variants, on a un score, un risque de survenue de la maladie. C'est même pas significatif dans l'étude qui est ici, la différence entre les patients et les sujets non malades. Et maintenant, si on combine des informations provenant de l'étude du polymorphisme des gènes, plus de l'expression des gènes en question, là, vous voyez qu'il y a une différence nette qui apparaît. Donc, c'est une approche intéressante parce peut-être qu'elle pourra même être médicalement utile un jour, de meilleure définition d'un score de risque prédictif et qui permettra de mieux comprendre des éléments de protection ou des éléments de susceptibilité à travers l'expression d'un certain nombre de molécules associées aux maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, on peut aller encore un peu plus loin dans ce type d'études, c'est pour ça que je les détaille ici, où ce qui est étudié ici, on est toujours en contexte donc, de l'analyse génétique des maladies inflammatoires de l'intestin, mais en se fondant aussi sur les biopsies. Donc, ce n'est pas inintéressant, parce qu'on va regarder l'expression de gènes, mais dans les zones où la maladie survient, et donc évidemment, on peut penser que cela peut être plus pertinent que d'étudier des globules blancs dans le sang, comme on fait habituellement. Et donc ici, cette diapositive est un résumé d'une étude qui a été aussi publiée récemment, qui montre qu'on trouve ce qu'ils appellent les gene drivers, donc des gènes dont des polymorphismes ont des chances d'être associés à ces maladies, mais aussi on retombe sur des niveaux d'expression de gènes dans des voies ou les mêmes voies métaboliques, et qui commencent à donner sens. Et ici, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, cette cellule exprime schématiquement une cellule inflammatoire non lymphocytaire, un monocyte ou un macrophage, avec des récepteurs pour de type TLR, donc des récepteurs d'immunité innés qui reconnaissent par exemple l'hypopolysaccharide bactérien. Et vous voyez qu'il y a toute une série d'éléments qui sont impliqués dans les réponses inflammatoires qui passent, par exemple, l'RP3 induit une forte production d'interleukine 1. On en avait parlé pour d'autres raisons dans un cours précédent. Donc il commence à y avoir une certaine cohérence qui se dessine, où on a des voies de signalisation qui sont favorisées dans le contexte de maladies inflammatoires de l'intestin. Ici, la cellule cible, ou la cellule impliquée dans cet élément de physiopathologie, étant une cellule nature monocyte macrophage. J'ai oublié de vous dire que ce type d'étude, vous pouvez le lire, a été faite en étudiant plusieurs populations, des enfants atteints de maladie de Crohn, des adultes qui ont des formes sévères qui résistent au traitement de référence aujourd'hui, sur lequel on viendra par la neutralisation de la cytokine qui s'appelle le TNF, donc qui ont des maladies avancées. Donc, on peut aussi définir ainsi, progressivement, des voies de signalisation impliquées dans l'inflammation et éventuellement impliquées dans les formes les plus sévères de la maladie. Donc, petit à petit, on peut raffiner les choses et aller encore un peu plus loin. Ça sera le dernier élément de complexification de cette étude de génétique. C'est qu'à côté de l'étude des variants génétiques, à côté de l'étude fonctionnelle d'expression des gènes, et pourquoi pas de leurs protéines dans le sang ou mieux au niveau de l'intestin lui-même, dans certaines cellules de l'intestin, on peut même le faire à l'échelle unicellulaire aujourd'hui, on peut aussi combiner avec un autre élément important qui est une analyse épigénétique, c'est-à-dire du niveau de régulation d'une région du génome, si elle est transcrite ou pas, cette région, ou s'il y a des gènes qui codent pour les ARN messagers, à travers l'étude de la méthylation de l'ADN. En gros, quand un gène n'est pas fonctionnel, à proximité de ce gène, l'ADN est modifié par méthylation, et cette méthylation correspond de façon un peu schématique à une zone non active. Donc plus on va trouver une région du génome méthylée, moins elle sera impliquée dans une transcription de gènes et donc de fonctions de ce type. Donc dans cette étude-là, qui est une autre étude publiée récemment, dans le journal qui s'appelle Gastroentérologie, ont été étudiés à la fois à partir de biopsies
et des cellules épithéliales intestinales dans les zones non actives pour se mettre aussi à l'abri des conséquences secondes de l'inflammation liées aux cellules du système immunitaire. Donc des patients atteints de rectocolite hémorragique, des patients atteints de maladie de Crohn et des sujets contrôlés ont même été cultivés in vitro, ce qu'on peut faire aujourd'hui, des cellules épithéliales de l'intestin pour constituer des petits intestins, ce qu'on appelle des organoïdes d'intestin qui permettent d'étudier in vitro le comportement de ces cellules et d'y étudier l'expression de gènes, la fameuse méthylation, où il y a des façons précises de le faire, je n'entre pas dans les détails, et ensuite de corréler toutes ces informations avec la gravité de la maladie. Et quand on fait ça, on arrive à un certain nombre de résultats. Je vais passer ça. Par exemple, ici, on a 3 colonnes de résultats, des maladies de Crohn de l'iléon, des maladies de Crohn qui touchent plutôt le côlon sigmoïde, et à droite, la rectocolite hémorragique. Et on s'aperçoit, donc si on intègre toutes ces données, à la fois variation génétique, expression de gènes, méthylation de l'ADN, et donc in situ, en plus en étudiant les cellules in situ à proximité des lésions, on s'aperçoit, par exemple, c'est juste indicatif, si on prend la maladie de Crohn dans l'iléon, que sont exprimées particulièrement des molécules qui sont impliquées, et ce n'est pas une énorme surprise, dans des signalisations liées à un certain nombre de cytokines, et notamment des lymphocytes T, mais aussi, par exemple, et vous ne pouvez pas le lire, mais toute une série d'événements métaboliques, de reprogrammation métabolique cellulaire. Et vous voyez très clairement qu'ici, pour la rectocolite hémorragique, ce ne sont pas du tout les mêmes voies qui sont mises en jeu, mais toute une série d'autres qui concernent la matrice extracellulaire. Donc les tissus de soutien, qui sont sans doute, dont des modifications primitives ou secondaires, primitives génétiques, interviennent dans la genèse de la maladie et sa gravité. Et on peut arriver à ce type de résultat, qui aura peut-être un intérêt médical prochainement, où on peut stratifier les patients, ici en fonction des modules d'expression de gènes. Et vous avez ici la probabilité au cours du temps, exprimée ici il y a 60 semaines, donc un peu plus d'1 an, la probabilité que le patient ne développe pas de nouvelles poussées de la maladie. Et vous avez 2 courbes qui se distinguent très clairement, de patients, la courbe bleue qui est évidemment une courbe plus favorable, où il y a peu de rechutes. Vous voyez que ce sont des malades déjà assez sévères, parce qu'on juge le 3e niveau de modification thérapeutique. Donc c'est des patients qui ont déjà une maladie évoluée. On en est pour la 3e fois à changer la thérapeutique. Donc il y a une cohorte de patients qui ont de nouvelles poussées pour lesquelles il faut de nouveaux traitements, et on peut les définir par un profil d'expression de gènes au niveau de l'intestin. Donc on peut sans doute préciser à l'avenir le pronostic. On peut faire la même chose pour la méthylation de l'ADN. On peut diviser des groupes au niveau ici des patients, au niveau de la 3e poussée de la maladie, en fonction de la méthylation de tel ou tel type de gène, donc de l'activité ou de la non-activité de tel ou tel type de gène in situ dans les lésions, mieux définir un pronostic. Donc vous voyez que c'est assez compliqué, qu'on est loin de déterminer très précisément tel ou tel facteur de risque de maladie, mais progressivement, en combinant des approches distinctes, génétiques proprement dites, expression de gènes, méthylation de l'ADN, donc régulation de l'ADN, épigénétique, l'ensemble de ces éléments devrait progressivement au moins définir des facteurs pronostiques et peut-être améliorer la compréhension physiopathologique de ces maladies. Il faut que j'avance parce que le temps passe. Un mot sur les formes précoces, donc celles qui surviennent chez les jeunes enfants, qui sont des maladies rares. Elles sont, au-delà de l'importance de les étudier pour elles-mêmes, il y en a toute une série, des dizaines et des dizaines décrites aujourd'hui, elles ont peut-être aussi un intérêt comme modèle des maladies telles qu'elles s'observent chez l'adulte, là où la maladie n'est pas monogénique. De façon extrêmement schématique, il y a beaucoup de flèches, donc c'est assez indicatif de la complexité des choses, mais dans une maladie inflammatoire de l'intestin interviennent l'environ, on va y revenir dans un instant, l'interaction entre cellules épithéliales, microbes et toutes les cellules du système immunitaire qui sont en dessous, là, les monocytes, les macrophages, entre autres les lymphocytes T. Et donc, il y a des effets directs de la flore sur les cellules épithéliales qui activent les cellules inflammatoires, etc., etc. Et on peut disséquer certains de ces éléments au cours des maladies monogéniques. Je ne vais pas les énumérer toutes, mais elles mettent le doigt sur le rôle de tel ou tel type de cellules. Par exemple, il existe une série de maladies où il y en a en fait 5 ici marquées par des noms de gènes. On appelle la granulomatoseptique chronique. C'est une maladie génétique, donc monogénique, qui touche les jeunes enfants, qui les prédispose à toute une série d'infections bactériennes, et aussi par des champignons, et qui, dans un très grand nombre de cas, largement plus de la moitié des patients,
il développe une maladie qui est en gros une maladie de Crohn, sans que ce soit stricto sensu une infection. Et donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien chez ces patients? Eh bien, dans les cellules phagocytaires, les neutrophiles et les macrophages sont incapables de tuer des microbes qu'ils ont ingérés. Donc, ce que cette observation suggère, même si elle ne le démontre pas strictement, parce qu'on ne peut pas écarter d'autres fonctions, c'est que s'il n'y a pas un contrôle strict de microbes par les cellules phagocytaires, la persistance de certains types de microbes, peut-être dans la flore intestinale, pourrait favoriser le développement d'une maladie inflammatoire de l'intestin en créant une inflammation chronique. Autrement dit, c'est plus un déficit immunitaire stricto sensu, un défaut de contrôle de certains microbes, qu'une maladie inflammatoire, même si le défaut de contrôle provoque l'inflammation. Il y a quelques données récentes dans la littérature qui vont dans ce sens. Si on prend juste à titre d'exemple la troisième colonne, il y a une maladie très très rare où sont absents ce qu'on appelle les lymphocytes régulateurs, dont je vous ai abondamment parlé, et ils sont absents parce qu'il y a une mutation du gène qui code la molécule qui s'appelle FOXP3, qui est indispensable au développement des lymphocytes régulateurs. Donc ces patients n'ont pas ou peu de lymphocytes régulateurs et ils développent des pathologies inflammatoires digestives extrêmement sévères. Donc qui indiquent très clairement que les lymphocytes régulateurs contrôlent, au moins en partie, les phénomènes inflammatoires qui se développent, que ce soit avec les cellules de l'immunité innée, les monocytes macrophages ou les lymphocytes. Et il y a comme ça toute une série de listes de maladies. Il y en a une ici qui touche l'épithélium, donc c'est l'épithélium intestinal qui est anormal, qui favorise, qui enclenche la maladie inflammatoire. Vous avez une image plus compliquée de la même chose ici, où il y a un groupe de maladies où c'est la barrière intestinale, donc les cellules de l'épithélium qui sont lésées. Donc il y a des lésions des cellules qui, par elles-mêmes, ces lésions déclenchent des phénomènes inflammatoires et aussi font que la barrière intestinale, la couche épithéliale, est une barrière entre le milieu extérieur contenant les microbes, c'est-à-dire la lumière de l'intestin, et le milieu intérieur. Cette barrière est rompue, donc favorise la pénétration des microbes, dont certains peuvent être pathogènes. Donc un deuxième niveau, c'est celui de l'exemple des granulomatoses septiques chroniques que j'ai indiqué il y a un instant, où c'est le défaut de reconnaissance et de contrôle direct de certains microbes qui pourraient favoriser les maladies inflammatoires, et d'autres pathologies génétiques qui touchent plutôt les lymphocytes T eux-mêmes, qui jouent un rôle essentiel dans ces maladies. Je suis succinct, mais pour vous donner une idée de ce qu'apporte l'étude de ces maladies. Alors, flore intestinale et physiopathologie, évidemment, il faut en parler cette fois-ci dans un cadre plus large et donc plus complexe, puisque je reviens aux maladies inflammatoires de l'intestin chroniques multifactorielles, génétiques, environnementales. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'analyser et comprendre dans le mécanisme de développement de ces maladies? Si on essaie de tout synthétiser, ce qui est toujours un peu compliqué, interviennent donc toute une série d'éléments, la nutrition, l'environnement, les médicaments, la génétique, on en a parlé, l'allaitement maternel, le fait même d'une grossesse, et tous ces éléments peuvent induire des modifications de la flore intestinale. Alors, modifications qu'on peut décrire, et Harry Sokol, qui je pense vous en parlera, a été un de ceux qui ont décrit ces anomalies de la flore intestinale présentes chez les sujets atteints de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, avec une difficulté, c'est qu'on observe une flore différente comparée à des sujets contrôle, et la question qui se pose immédiatement, est-ce que le fait que la flore soit différente est la cause de la maladie ou une conséquence de la maladie, ou un peu des deux? Et la réponse n'est pas si simple à apporter. En tous les cas, ce qu'on observe, c'est des modifications de diversité des flores. Il y a très nombreux germes, si on se contente de considérer les bactéries, de très nombreuses bactéries présentes physiologiquement dans la flore intestinale. Et chez les sujets atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, on observe une réduction de la diversité de cette flore. Il y a moins de germes présents. Et certains dont la quantité augmente et d'autres dont la quantité diminue. Par exemple, il y a moins de bactéries des genres Firmicutes. Il y a cette bactérie que Harry Sokol connaît bien, parce qu'il l'a étudiée, est en quantité diminuée, et on sait que cette bactérie, au nom à peu près imprononçable, Faecalibacterium prosnitzi, produit des substances anti-inflammatoires. Donc, la quantité de cette bactérie est fréquemment diminuée chez les sujets atteints de maladies inflammatoires. Et ceci est associé à des modifications métaboliques liées au rôle métabolique de ces bactéries. Par exemple, une diminution, ça c'est probablement très important, de la production d'acides gras à courte chaîne, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans d'autres contextes, qui ont un rôle anti-inflammatoire.
des modifications de la biosynthèse d'acides aminés, notamment du tryptophane, des modifications du stress oxydatif, du transport de sulfate, et une modification globale de la production d'éléments essentiels à la nutrition. Et donc, toutes ces anomalies sont associées à la pathologie. On a envie de penser qu'elles jouent un rôle, mais on n'est pas complètement sûr si on est entre l'aspect cause et conséquence. Et globalement, tout ceci s'appelle en tous les cas une dysbiose, donc une modification significative de la flore intestinale. Quelques éléments de physiologie. Si vous avez ici la barrière intestinale constituée des cellules épithéliales, le milieu sous les cellules épithéliales qui contiennent potentiellement les cellules du système immunitaire, le mucus qui est produit par certaines de ces cellules, mucus qui joue un rôle protecteur extrêmement important. Donc il y a une série de microbes qui sont présents physiologiquement dans la lumière et à proximité des cellules épithéliales. Par exemple, ce prosnitzi, dont j'ai déjà donné le nom tout à l'heure, produit du butyrate. Donc ces acides gras à courte chaîne qui diffusent, ce sont des toutes petites molécules, et qui jouent un rôle qui favorise par exemple le développement des lymphocytes T régulateurs aux dépens des cellules T effectrices. Donc probablement, c'est de cette manière, même si c'est une simplification ici, que cette bactérie protège. Cette autre bactérie, Bacillus fragilis, produit des sucres qui ont eu également un effet favorable à des fonctions anti-inflammatoires des lymphocytes T. Et on pourrait en évoquer d'autres. Alors, cette flore est modifiée, je l'ai indiqué, et vous avez ici la synthèse d'une étude parmi des dizaines, peut-être même des centaines, je ne sais pas, d'études qui ont été faites de la flore intestinale chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin. Et on observe, donc pour toute une série de bactéries dont vous avez les noms ici, appartenant à différents genres, ce qui se passe dans la maladie de Crohn, ce qui se passe ici dans la colite ulcéreuse, rectocolite hémorragique, et à titre de contrôle à droite, ce sont les patients qui n'ont pas de maladie inflammatoire, mais un côlon irritable. Donc quand l'évolution se fait vers la gauche, avec les cercles bleus, c'est une réduction du nombre d'espèces bactériennes trouvées dans la flore intestinale étudiée au niveau des selles de ces individus. Et en rouge, c'est l'inverse, c'est une augmentation de fréquence. Si on prend la maladie de Crohn, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de situations de réduction de tel ou tel type de germe. Dans quelques cas, il y a une augmentation. Donc ici, vous avez quelques éléments de synthèse indiquant quel type de bactéries, d'espèces bactériennes sont réduites, d'autres éventuellement augmentées. Donc dans un contexte globalement de perte de diversité et de perte probablement de bactéries qui ont un effet protecteur anti-inflammatoire. J'entre bien sûr pas dans les détails de ces données, mais je vous rappelle que la discussion de fond complexe, c'est dans quelle mesure ces modifications sont causales ou simplement la conséquence de phénomènes inflammatoires ou de modification des réponses immunitaires qui par eux-mêmes peuvent modifier la composition de la flore. Et ce sont des éléments qui restent en partie ouverts. Donc si à partir de là, est-ce qu'on peut essayer de modéliser un peu mieux la physiopathologie de ces pathologies? Ici, la rectocolite hémorragique. Dans la rectocolite hémorragique intervient probablement des éléments de modification épithéliale importants. Je vous ai évoqué tout à l'heure des facteurs liés aussi à la matrice extracellulaire qui font que la barrière intestinale est plus perméable et laisse passer plus facilement des bactéries ou des éléments microbiens. Et qu'une des conséquences aussi, je crois que c'est évoqué là en premier, c'est une réduction de la production du mucus par les cellules épithéliales spécialisées qui le produisent à leur surface. Évidemment, ce mucus étant protecteur, c'est aussi un élément qui favorise l'interaction entre microbes et système immunitaire, puisqu'ensuite, il y a, jusqu'avec des élongations dans la lumière et sous les cellules épithéliales, des cellules présentant l'antigène, capables d'activer des lymphocytes T. Il y a également des macrophages. Donc, un élément, c'est la perte partielle du mucus. Un deuxième élément, c'est donc la perte des jonctions serrées entre cellules épithéliales, donc qui laissent des espaces qui permettent le passage de molécules ou de microbes à travers ou entre plus exactement les cellules épithéliales. Donc, ce sont des éléments pathologiques. Un troisième élément, je n'arrive plus à dire ici. Pardon, le troisième élément, c'est la conséquence du deuxième, je l'ai déjà énuméré, donc c'est un passage accru de molécules parce que la barrière est moins serrée qu'elle ne l'était. Et les conséquences de tout ça, c'est l'activation de cellules dendritiques qui vont présenter des antigènes aux lymphocytes
lymphocytés, ça peut être des fragments microbiens par exemple, et aussi l'activation de macrophages, donc qui vont créer un contexte pour que l'activation de l'immunité adaptative et des lymphocytes en particulier se fasse dans un sens qui génère des lymphocytes effecteurs pathogènes et non pas des lymphocytes plutôt protecteurs. Et de même sont produits des chémokines qui vont attirer de nouvelles cellules du système immunitaire à travers, notamment, je l'évoque parce qu'on en dira un mot tout à l'heure en thérapeutique, à travers une intégrine. Je vous ai parlé d'intégrine comme facteur génétique tout à l'heure. Les lymphocytes susceptibles de migrer vers l'intestin ont à leur surface une molécule qui s'appelle alpha-4 bêta-7, donc une molécule d'adhésion qui reconnaît la surface de l'endothélium vasculaire au niveau de l'intestin, une molécule qui s'appelle la MADCAM1. Je suis désolé de cette terminologie, mais cette adhésion est une étape très importante pour le recrutement des leucocytes, des lymphocytes entre autres, mais pas uniquement, vers les lésions. Donc tout ceci est favorisé indirectement par le contexte cytokinique de ces cellules macrophagiques qui sont activées. Donc schématiquement, des défauts quantitatifs, évidemment c'est relativement approximatif ce que je vous dis, mais ce sont les notions rassemblées aujourd'hui. Les défauts quantitatifs et qualitatifs de la synthèse des mucines, du mucus, c'est le point de départ ici, les lésions de l'épithélium, le fait que les jonctions serrées soient perdues, l'augmentation de la perméabilité de la barrière intestinale favorise secondairement l'activation des cellules du système immunitaire qui vont aggraver les lésions. Une autre façon de le montrer, un peu différente, parce qu'ici ce n'est pas spécifique, loin de là, de la rectocolite hémorragique. À gauche, vous avez schématiquement un intestin normal, les villosités, les cellules épithéliales, donc qui forment cette barrière très importante qui évite l'induction de réponse immune sous-jacente, mais aussi la présence de microbes qui produisent par exemple les fameux acides gras à la chaîne courte, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Le Prosniti produit notamment ces acides gras qui diffusent et qui favorisent plutôt un équilibre et le développement de cellules T régulatrices, donc une absence de réponse inflammatoire, alors que dans un contexte ici plutôt de maladie de Crohn, favorisé par des éléments environnementaux, le tabac, certains aliments, la prise de médicaments, va favoriser, si on leur accorde un facteur causal, les modifications de la flore, notamment par exemple la présence de protéobactéries, qui, elles, vont déclencher une réponse inflammatoire, ce d'autant qu'apparaissent des lésions des cellules à mucus, on en a déjà parlé, des cellules de Paneth, qui sont des cellules spécialisées de l'intestin, qui produisent des facteurs de l'immunité innée qui limitent le développement microbien. Donc l'ensemble favorise l'activation macrophagique, la production des cytokines, dont le TNF, dont on va reparler, l'activation de lymphocytes, cette fois-ci dans un sens pro-inflammatoire. On va passer ça pour ne pas être trop long. Juste pour revenir sur une notion que j'ai déjà évoquée, mais qui me paraît intéressante à considérer, parce que je pense qu'il y a des éléments qui en sont en train de s'accumuler pour penser que ce modèle que je vais évoquer dans un instant a un certain sens dans les tentatives d'explication physiopathologique de la maladie de Crohn. C'est finalement ne pas considérer la maladie de Crohn comme stricto sensu une maladie inflammatoire, qu'elle est bien évidemment, mais elle est d'abord un déficit immunitaire. C'est-à-dire qu'elle est peut-être d'abord un défaut de contrôle de la flore microbienne, physiologique ou modifiée. D'une part parce qu'on trouve des éléments qui vont dans ce sens, sont le fait que les lésions inflammatoires, j'ai déjà évoqué, sont très semblables à celles qu'on observe chez les patients qui ont une anomalie génétique unique qui fait que les polynucléaires neutrophiles et les macrophages sont moins bien capables de tuer des bactéries et aussi des champignons, avec le défaut de génération des radicaux d'oxygène libres ici. Et puis, les anomalies génétiques ou les facteurs de risque génétiques qu'on trouve dans la maladie de Crohn, on a parlé de NOD2 tout à l'heure, des éléments de l'autophagie qui sont une façon aussi de pouvoir contrôler des microbes au sein de cellules. Tous ces éléments plaident pour un déficit de l'autophagie, donc dans une autre façon de contrôler les bactéries, donc de permettre une clairance bactérienne. Donc on peut faire une hypothèse qui n'est pas absurde aujourd'hui. Il y a des éléments complémentaires donc, qui lient éléments génétiques et tel ou tel type et contrôle de tel ou tel type de classe bactérienne. Je pense d'ailleurs que Harry a publié quelques données là-dessus aussi. Je ne sais pas si tu en parleras tout à l'heure, pas très bien. Donc l'idée que le défaut de clairance bactérienne intracellulaire favorise, par l'accumulation, la persistance de microbes, l'inflammation, la production de cytokines,
qui jouent un rôle pro-inflammatoire, vont activer les lymphocytes, et ensuite le cercle vicieux est parti. Donc, mais que l'inflammation, si ce modèle est juste, est second d'un défaut de contrôle correct de la flore digestive. On va passer ça. J'essaie d'avancer pour ne pas être trop long. Et in fine, ce schéma est un peu compliqué, mais je vais vous en donner les éléments. Si on poursuit le raisonnement, à partir de ce qui pourrait être, entre autres, un défaut partiel par les cellules phagocytaires et les cellules impliquées dans les réponses de l'immunité innée, qui impliquent les cellules épithéliales elles-mêmes, par exemple par la production de peptides antimicrobiens comme ici, que le défaut de contrôle microbien favorise donc l'activation macrophagique, l'activation des cellules dendritiques, la présentation d'antigènes aux lymphocytes, mais dans un contexte où sont produits des cytokines comme l'interleukine 6, l'interleukine 23, le TNF, qui vont mettre en jeu de façon variable en fonction des pathologies différents types d'effecteurs de lymphocytes, les dites de TH1 qui produisent interféron gamma, IL6 et TNF qu'on rencontre dans la maladie de Crohn, par exemple. Peut-être, c'est un peu moins clair, les cellules de type TH2, dont je vous ai parlé à propos d'asthme la semaine dernière, dans un autre contexte, qui produisent d'autres cytokines, mais à nouveau le TNF, ce n'est pas inintéressant de l'observer, peut être impliqué dans certaines situations de rectocolite hémorragique. Les cellules TH17, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont à la fois un rôle protecteur et un rôle pathogène en fonction du contexte et des cytokines produites. Et les cellules T régulatrices, qui, elles, dans ce contexte d'inflammation, ne sont pas particulièrement activées, mais qui, évidemment, physiologiquement, jouent un rôle en contrôlant les autres populations. Donc, un élément important à considérer, parce qu'il intervient dans la thérapeutique dont je vais vous parler bientôt, c'est le TNF, donc, qui est une des cytokines produites de façon importante au cours des maladies inflammatoires de l'intestin. Et cette cytokine, elle est produite à la fois par les macrophages, par les cellules dendritiques, par des lymphocytes T, par des adipocytes, c'est moins important ici probablement, et des fibroblastes. Et ce TNF agit sur toute une série de composants cellulaires qui sont présents au niveau de l'intestin et ont un rôle pro-inflammatoire. Au niveau des cellules endothéliales qui bordent les vaisseaux, cela favorise l'angiogenèse et l'hypervascularisation, donc il favorise l'afflux de cellules inflammatoires. Au niveau des macrophages, en activant les processus de production d'autres cytokines comme l'interleukine 1, l'interleukine 6 et des substances toxiques, et qui jouent un rôle aussi, qui s'oppose aux actions réparatrices d'une autre classe de macrophages, on en a parlé dans un autre contexte. Pardon. Au niveau des cellules épithéliales de l'intestin, en induisant la mort des cellules, donc évidemment c'est une façon supplémentaire de rompre la barrière intestinale. Au niveau des cellules musculaires qui sont en périphérie également d'entraîner des destructions et des modifications de la matrice extracellulaire, et au niveau des lymphocytes effecteurs en les rendant résistants à la mort cellulaire. Donc toute une série d'éléments qu'on retrouve dans le mécanisme de ces maladies sont mis en jeu par le TNF. Ça ne veut pas dire que le TNF est responsable de tout, mais à l'évidence, il joue un rôle important, et cela justifie ce que je vais vous dire dans 5 minutes concernant les thérapeutiques cherchant à neutraliser cette cytokine comme, en gros, traitement de référence aujourd'hui des formes, en tous les cas, relativement sévères de cette maladie. Alors, un mot quand même expérimental sur microbiote et lymphocytes T. On peut essayer de mimer l'effet du microbiote, et en particulier pour essayer de répondre à la question cause ou conséquence que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, une façon d'aborder cette question, même si elle est loin d'être parfaite, mais elle est limitée par les modèles disponibles, c'est d'utiliser les microbes qui sont présents dans les selles des patients atteints de maladies inflammatoires, en poussée, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, ou bien évidemment des selles de sujets contrôle, et d'injecter, de transférer ces germes, ce microbiote, à des souris qui sont génétiquement susceptibles à développer une maladie inflammatoire de l'intestin. Autrement dit, est-ce que les microbes qui sont présents dans les selles de sujets atteints de maladie de Crohn peuvent favoriser, chez une souris, la survenue d'une maladie de Crohn? Et si oui, qu'est-ce qu'on observe au niveau de l'intestin de ces souris? Et si on fait la même chose avec des microbes d'un individu bien portant, est-ce que dans ce cas-là, on ne va pas transférer la maladie? Enfin bref, on compare. Et ce qu'on observe, c'est que de fait, ce type de transfert de bactéries issues de selles humaines de patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin favorise la survenue de maladies inflammatoires de l'intestin chez la souris, donc ce qui suggère un rôle causal, en tous les cas un certain rôle. Et on peut montrer que dans ce cas-là,
excusez-moi, au niveau du côlon, on trouve un plus grand pourcentage et nombre, côlon, iléon ou ganglion mésentérique, donc qui drainent la région inflammatoire, de cellules T effectrices, ici de type TH17, et qui expriment un facteur de transcription qui s'appelle ROR-gamma-T ou RORC, peu importe, et qui jouent très probablement un rôle pathogène dans la maladie de Crohn. Donc c'est une sous-catégorie des lymphocytes CD4. Donc on en trouve plus dans le côlon, dans l'iléon, et aussi dans les ganglions mésentériques de ces souris, donc sous l'effet du transfert, uniquement du transfert de flore microbienne pathologique de sujets qui ont cette maladie inflammatoire, donc qui suggère encore une fois que la flore a un rôle dans ces pathologies. Si on regarde les lymphocytes T régulateurs, de la même façon qu'on a regardé jusqu'au préalable les cellules T effectrices, il n'y a pas de différence schématiquement. Donc il ne semble pas que ça intervienne globalement, en tous les cas, sur le nombre de cellules T régulateurs ou le nombre de cellules, la fraction de cellules qui produisent une des cytokines anti-inflammatoires, comme l'interleukine 10. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la flore, maintenant commensale, la flore contrôle de sujets bien portants, induit la présence de ces cellules T régulatrices. Et ce sont des cellules T régulatrices particulières qui expriment le même facteur de transcription que les cellules T effectrices. Une chose un petit peu compliquée, mais en gros, ce sont les cellules T régulatrices spécialisées de l'intestin, je schématise, qui sont présentes en plus grande quantité. Donc la flore commensale, ça veut dire physiologique, de sujets qui n'ont pas de maladie inflammatoire de l'intestin, favorise l'émergence d'une catégorie de lymphocytes T régulateurs protecteurs. Donc à nouveau, qui suggère un rôle de protection. On peut aller encore un peu plus loin dans ce type d'analyse. Ce sont des données publiées très récemment dans un journal d'immunologie, où le modèle est d'induire une colite chez la souris, cette fois-ci en 2 temps, par transfert de lymphocytes TCD4 de souris dans des souris qui n'ont pas de lymphocytes T. Ils sont génétiquement modifiés pour ne pas avoir de lymphocytes T, les souris Raguin knockout. Donc on leur transfère des lymphocytes TCD4. On sait depuis longtemps qu'on peut créer ainsi des lésions inflammatoires de l'intestin. C'était montré par une chercheuse britannique, Fiona Powry, il y a une 20aine d'années. Mais la différence, c'est qu'on le fait dans un contexte où on utilise une flore humaine de sujets sains ou de sujets atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc c'est le même modèle que celui que je viens d'évoquer, mais en 2 temps, où il y a aussi transfert des lymphocytes TCD4. Et on peut voir que si les lymphocytes T transférés ont été activés dans un contexte de la flore humaine pathologique, eh bien, ce sont les courbes en rouge. Les souris ne vont pas bien, elles perdent du poids, contrairement aux autres souris. Elles ont une quantité importante de molécules inflammatoires comme la lipocalline. Et si on regarde l'histologie, on peut faire avec des microbiotes de maladies de Crohn, de colite hémorragique, rectocolite hémorragique. Là, l'intestin est très inflammatoire. Il y a beaucoup de cellules entre les cryptes, comparé ici à des situations contrôle. Donc on peut générer ainsi, en 2 temps, microbiote et par lymphocyte TCD4, chez la souris, à partir de la flore humaine pathologique, ce type de maladie inflammatoire. Et à nouveau, on retrouve qu'il y a un excès de cellules T effecteurs qui expriment ROR gamma T et qu'il n'y a pas vraiment de modification des cellules T régulatrices. Et on peut corréler les résultats. Si on prend comme élément, comme paramètre, le poids des souris après 6 semaines. Évidemment, plus elles ont une maladie inflammatoire, plus elles perdent du poids. Donc c'est une façon raisonnable et simple d'étudier ce qui se passe. Et on corrèle cette perte de poids chez les souris. En point rouge, ce sont celles qui ont été colonisées avec la flore pathologique, et en point bleu avec la flore non pathologique. Et il y a de temps en temps des corrélations inverses et de temps en temps des corrélations directes. Vous voyez ici la corrélation inverse. Les souris auront d'autant moins de poids qu'elles ont été colonisées avec la flore pathologique et qu'elles ont beaucoup de cellules effectrices ROR gamma T positives. Donc ces cellules T effectrices de type TH17 dans ce cas-là, et qu'elles ont d'autant moins, c'est l'image en miroir, de lymphocytes T régulateurs. Donc on peut reconstituer partiellement une image qui correspond à gauche c'est le côlon, à droite c'est l'iléon, mais c'est la même chose en termes de résultats. Donc on peut induire, c'est évidemment un modèle expérimental, c'est un modèle expérimental, mais on peut induire une maladie inflammatoire de l'intestin avec le développement de lymphocytes T effecteurs qui ont un certain type d'expression moléculaire et notamment ce facteur de transcription ROR gamma T, avec un déficit relatif en cellules régulatrices qui expriment aussi ce marqueur ROR gamma T. Ce sont les cellules régulatrices schématiquement présentes dans l'intestin.
Et donc, il y a un lien avec la flore pathologique donc, qui soutient encore l'idée que cette flore puisse jouer un rôle dans l'induction ou la progression de la maladie. Je vais passer ça pour finir avec les éléments thérapeutiques. Donc, vous voyez, je vous ai donné un certain nombre d'éléments, mais rien de précis, j'en suis désolé, j'en suis conscient, et rien de simple. Mais néanmoins, des éléments qui impliquent les modifications du microbiote, les modifications des cellules épithéliales, qui sont une première ligne de défense, notamment dans la rectocolite hémorragique, là, où il y a des éléments particulièrement marqués du fait que la barrière intestinale est en grande partie lésée, l'induction seconde de cellules de l'immunité innée de nature phagocytaire et l'activation de lymphocytes T, sachant que le mauvais contrôle des population microbienne par les cellules phagocytaires est un élément qui favorise la réponse inflammatoire persistante des lymphocytes. Alors pour finir, un mot de thérapeutique, avec quelques notions acquises et peut-être de perspectives. Schématiquement, les traitements dont disposent les médecins qui traitent ces malades vont de médicaments anti-inflammatoires néostéroïdiens, les corticoïdes, qui ont été, et sont toujours abondamment utilisés. Ce sont des agents, comme vous le savez, anti-inflammatoires très puissants, mais malheureusement qui ont beaucoup d'effets secondaires, qui ont une action non spécifique sur toutes les composantes de l'immunité et sur beaucoup d'aspects non immunologiques, qui fait qu'il est difficile de les utiliser. Et des agents immunosuppresseurs très anciens, comme la zatopirine, qui est le premier médicament immunosuppresseur qui a été mis au point dans les années 50 pour utilisé notamment dans les préventions de rejet de greffe d'organes, qui a un certain effet, mais de façon à nouveau relativement non spécifique, plutôt ciblant les lymphocytes T, et puis des éléments symptomatiques de nutrition élémentaire et aussi de chirurgie lorsqu'il y a des occlusions, des obstructions, etc. etc. Comme vous allez le voir, une évolution très significative du traitement de ces maladies, que ce soit la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, est liée à l'introduction de traitements par des anticorps monoclonaux, je vous ai déjà abondamment parlé d'anticorps monoclonaux, qui neutralisent la cytokine TNF, dont je vous ai brièvement évoqué tout à l'heure les rôles multiples dans la pathologie inflammatoire. Et une façon, si on schématise ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 2 malades sur 3 répondent à ce traitement, vont mieux, 1 sur 3 est mis en rémission complète, ce qui est un bon résultat pour un traitement qui est relativement bien toléré. Donc ce n'est pas parfait, mais c'est assez encourageant. Et puis il y a d'autres stratégies thérapeutiques qui ciblent tel ou tel composant des réponses immunes qui sont envisagées. Je vous ai déjà montré cette diapo, c'est juste pour vous rappeler les multiples rôles ciblant à peu près toutes les cellules présentes dans les lésions intestinales du TNF. Et donc quelques résultats cliniques qui ont été publiés dans les 10-15 dernières années. Ici, c'est le traitement par anticorps anti-TNF, il s'appelle l'infliximab, peu importe les détails, il y en a plusieurs types. Ce sont des anticorps humains ou humanisés, donc ils sont bien tolérés, qui déclenchent relativement peu de réponse immunitaire. Ici, c'est le traitement de la rectocolite hémorragique. Donc, dans cette étude précise, c'est 364 malades qui avaient une atteinte modérée ou sévère et qui ont reçu soit un placebo, comme toute étude digne de ce nom, soit un anticorps à des doses soit de 5, soit de 10 mg par kilo par voie intraveineuse, à J0, 2 semaines, 6 semaines, puis chaque 8 semaines. Et puis, il y a 2 études ici. Les patients ont été suivis 46 semaines ou 22 semaines, et on regarde ce qui se passe. Donc, les 2 études s'appellent ACT1, ACT2. Ici, dans ce diagramme, c'est le pourcentage de malades qui ont une réponse, donc une amélioration selon un certain nombre de critères qui ont été définis. Et vous pouvez voir que vous avez en bleu clair, c'est la première dose, en bleu plus sombre, la deuxième dose. Il n'y a pas vraiment de différence, mais il y a à peu près 65% allez, globalement de patients qui répondent dans cette étude, là aussi. Dans ce second diagramme vous montre le pourcentage de malades chez lesquels on obtient une rémission complète, la disparition de tous les signes cliniques et histologiques. C'est évidemment moins important, mais de l'ordre de 30-35%. Et vous avez ici la fraction des patients sur lesquels, lorsqu'on fait une biopsie, on s'aperçoit que les lésions muqueuses ont disparu, les lésions que je vous avais montrées tout à fait initialement, et ça concerne à peu près 60% des patients. Donc c'est un résultat évidemment qui est encourageant, même s'il n'est pas parfait, ce d'autant, encore une fois, que ce traitement est bien toléré. Vous avez ici les patients chez lesquels la réponse se maintient au cours du temps, à 8 semaines et 30 semaines, et ici 54 semaines même, donc c'est près de la moitié des malades. Là, c'est un peu moins de 40% des malades, comme vous pouvez le lire. Dans la première étude, là, c'est la réponse à 8 et 30 semaines.
Vous voyez que ça se situe aussi entre 40 à 50%. Donc il y a un effet persistant du traitement, mais il y a des rechutes, puisque le pourcentage de patients qui sont toujours en rémission à 8 semaines et 30 semaines n'est que de 23 et 26%, etc., etc. Donc la différence entre les deux, c'est le fait que malgré ce traitement, des patients ont une nouvelle poussée de la maladie. Comme ce traitement, même s'il apporte beaucoup à la prise en charge des patients, n'est pas parfait, toute une série d'autres stratégies ont été ou sont envisagées, ciblant telle ou telle fonction ou cellule du système, enfin de la réponse inflammatoire. Une façon assez élégante de traiter ces patients aujourd'hui, c'est d'utiliser un anticorps monoclonal contre l'intégrine dont je vous ai parlé tout à l'heure, alpha-4 bêta-7, qui est nécessaire, je vous le rappelle, à la migration, l'adhésion et la migration des cellules du système immunitaire vers l'intestin. Donc si on utilise un tel anticorps, on bloque la capacité de ces cellules d'affluer vers l'intestin. Donc on réduit forcément, enfin si ça fonctionne, si cette molécule est bien en cause, on réduit l'afflux de lymphocytes et on réduit l'inflammation locale. Et donc ça, je vais vous montrer quelques résultats. On peut aussi cibler des molécules qui interviennent dans l'activation des lymphocytes Th17 pathogènes, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y aura moins de lymphocytes qui s'activent à être responsables de lésions. On peut bloquer des kinases qui agissent dans l'action de toute une série de cytokines pro-inflammatoires. Donc ça, ce sont des actions qui ciblent le système immunitaire. On peut chercher à modifier la flore intestinale, puisqu'elle semble jouer un rôle important. Tu en parleras tout à l'heure, donc je ne vous en parlerai pas du tout. Mais une approche thérapeutique potentiellement intéressante, c'est de modifier la flore. Donc on n'agit pas sur le système immunitaire, on agit sur la flore microbienne par transplantation de flore. Ou on peut envisager aussi, à ma connaissance, ça n'a pas encore été employé en thérapeutique, avec des produits d'origine microbienne, mais qui ont des actions anti-inflammatoires, comme les acides gras à courte chaîne, posent des problèmes de tolérance parce qu'elles ont une très mauvaise odeur, ou certains sucres, ou encore d'autres molécules. Donc je finis vite avec 2-3 exemples concernant les 3 premières stratégies thérapeutiques qui sont aujourd'hui étudiées. Neutralisation de la migration des lymphocytes vers la muqueuse avec un anticorps anti-alpha-4 bêta-7. Étude considérable ici, 747 malades atteints d'une maladie de Crohn active. Ils reçoivent donc une certaine quantité d'anticorps à semaine 0, donc J0, 2 semaines plus tard. Parmi ceux-ci, 461 répondent, donc ont une amélioration, ça fait un peu plus de 60%, et on continue à les suivre. Ils reçoivent toujours une injection d'anticorps ou bien un placebo chaque 4 à 8 semaines pendant 1 an. Et on regarde les résultats. Et ce qu'on observe, c'est que d'abord, ce traitement est très très bien toléré, il n'a pas d'effet immunosuppresseur, il ne provoque pas d'infection, probablement parce qu'il n'a d'action qu'au niveau de l'intestin et pas ailleurs dans l'organisme. Il permet d'obtenir des rémissions cliniques chez l'anticorps s'appelle velolizumab, donc ici c'est à 8, oui, dans cette colonne-là, c'est les patients reçus anticorps toutes les 8 semaines, ici toutes les 4 semaines, ce n'est pas très très différent. Oui, par rapport au placebo, qui a un effet, comme vous pouvez le voir, comme souvent dans ces pathologies. On observe une rémission clinique donc chez 40% des patients. Évidemment, ce sont des patients qui ont déjà reçu d'autres traitements et qui sont des formes particulièrement sévères. Un indice de réponse indique de l'ordre de 43-45%. À peu près 30% des malades, on arrive à obtenir le fait qu'il n'y ait plus besoin de corticoïdes, qui est utilisé chez beaucoup de ces patients. Et la durée de la rémission clinique, malheureusement, est moins bonne. Vous voyez qu'on n'est pas différent du placebo. Donc il y a un effet, mais qui n'a pas l'air très durable. Donc l'efficacité est partielle, transitoire, avec un traitement qui est bien toléré. La sécurité, elle est bonne, je passe. Ici, c'est l'utilisation d'anticorps qui bloquent les cytokines qui activent les lymphocytes T pathogènes. Donc là, les malades, donc, ce sont des patients qui ont des formes résistantes à l'anti-TNF, donc déjà des malades évolués, plus difficiles à traiter, des formes modérées à sévères, qui reçoivent soit 0, soit 1, soit 3, soit 6 mg par kilo de poids, une injection à chaque fois. Et on regarde après 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, la proportion des patients qui sont améliorés. Et vous pouvez voir que ceux qui ont reçu une certaine dose d'anticorps, un peu plus que la dose est plus élevée, peu importe, répondent. Mais c'est encore qu'une fraction des malades qui répondent. Mais néanmoins, c'est très appréciable puisque cela vient en 2e ou 3e ligne de traitement. Et par ailleurs, ça confirme l'idée
physiopathologique que je vous ai indiqué tout à l'heure sur le rôle des lymphocytes T pathogènes qui sont activés par ces cytokines. Ici, vous avez le maintien, c'est le même type de traitement, 145 malades, on regarde réponse à 6 semaines, et après qu'ils reçoivent le placebo ou l'anticorps aux semaines 8 et 16, et on regarde ce qui se passe un peu plus tard, et vous voyez que ceux qui ont reçu l'anticorps ont une certaine stabilisation de leur situation de réponse au cours du temps par rapport au placebo. Donc, il y a un effet, et on peut être peut-être encore plus spécifique en jouant sur en ciblant une molécule P19 qui appartient à l'IL-23 avec la chaîne P40, et donc si on neutralise P19, on neutralise globalement P23, mais on ne touche pas une autre cytokine qui est importante dans la défense anti-infectieuse, qui contient aussi P40. Donc l'anticorps dont je vous ai parlé jusque-là, c'est un anti-P40. Et donc il bloque à la fois, l'IL-12 et l'IL-23. Mais il y a maintenant des essais thérapeutiques qui se font en cherchant à cibler uniquement la P19 pour être plus spécifique et donc induire moins d'effets secondaires. Et à nouveau, c'est le même type d'étude, publiée récemment, forme modérée à sévère de maladie de Crohn, résultats stratifiés au degré de réponse à l'anti-TNF, donc les malades qui ont déjà reçu l'anti-TNF, différentes doses, et vous avez la fréquence des rémissions cliniques. Ici, la réponse clinique, c'est le même type de chiffre, c'est-à-dire qu'il y a chez une fraction des patients qui sont résistants à l'anti-TNF, ces traitements, en freinant l'activation des lymphocytes T pathogènes, ici dans la maladie de Crohn, ont un effet bénéfique pour ces malades. Et un dernier point, je ne vais pas vous abreuver d'informations, mais ce type de molécules qui sont cette fois-ci des molécules chimiques qui bloquent des kinases, qui sont des enzymes associées dans l'activation de cellules via toute une série de cytokines. Il y en a une ribambelle, donc l'effet n'est pas spécifique puisqu'il réduit l'effet pro-inflammatoire de cytokines, de toutes ces cytokines. Je ne vais pas les lister ici. Et donc, par exemple, c'est une étude ici dans le cas de la rectocolite hémorragique, dans des formes modérées à sévères résistantes aux anticorps anti-TNF, 10 mg 2 fois par jour d'un inhibiteur de JAK kinase, ou bien un placebo pendant 8 semaines, puis une autre modalité pendant 52 semaines. Et on regarde toujours la même chose, le nombre de patients en rémission, pas énorme, 18%, mais c'est mieux que le placebo, où il n'y en a pratiquement pas. À 52 semaines, on a un effet plus important, mais c'est évidemment encore limité. Ici, c'est la cicatrisation de la muqueuse, donc étudiée en odoscopie. Il y a un effet bénéfique pour une fraction des malades. Donc on a aujourd'hui, les gastroentérologues disposent d'une série d'armes thérapeutiques qui ciblent telle ou telle, plus ou moins spécifiquement, telle ou telle action des cellules du système immunitaire et qui apportent un bénéfice à ces malades, et apparemment avec une tolérance qui est plutôt bonne. Mais on n'est malheureusement pas dans une situation aujourd'hui où on peut induire facilement des rémissions durables sans risque de rechute. Voilà, je vais m'arrêter là. Quelques mots de conclusion. Ces maladies inflammatoires sont des pathologies du monde moderne. Vous avez vu qu'elles sont en fréquence croissante et probablement liées à notre environnement, l'hygiène d'une certaine façon et la pollution d'une autre, et un certain nombre de comportements, tabac, etc. etc. Maladies qui ont des composantes multiples environnementales et évidemment avec un rôle majeur de la flore et des éléments complexes, on l'a vu, de susceptibilité génétique. Donc une physiopathologie qui implique à la fois les cellules épithéliales elles-mêmes, dans leurs composantes trophiques et d'immunité innée, les cellules des réponses immunes adaptatives, notamment les lymphocytes Th17 dits pathogènes, et la balance avec les cellules T régulatrices qui expriment le même facteur de transcription ROR gamma T. Ces études longues, complexes, permettent d'aboutir aujourd'hui à de nouvelles options thérapeutiques qui apportent indiscutablement une avancée aux patients et fondées sur la connaissance de la physiopathologie, mais sans traitement curatif disponible vraiment aujourd'hui. On verra si d'autres approches, modification de la flore microbienne ou d'autres, apporteront aussi quelque chose. Et est-ce qu'on est capable de prévenir ces maladies? À ma connaissance, pour l'instant, non. Alors, je vais m'arrêter là. On va se donner 2 minutes. Si vous avez quelqu'un une question, on peut la poser, le temps que Harry Sokol, qui est le spécialiste de ces pathologies, vienne préparer ses diapositives et faire son exposé. Je vous remercie.